Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce point à la mi-journée sur l'actualité près de chez vous en région Centre-Val de Loire. Bientôt la rentrée scolaire, vous êtes nombreux à acheter en ce moment les traditionnelles fournitures de vos enfants. C'est le rush dans les magasins. Mais pour y échapper et éviter aussi les tentations dans les rayons, de nouveaux usages se développent. Un reportage d'Amélie Rigodanzo et Fabienne Marcel. Dans cet hypermarché, seuls quelques caddies parcourent le rayon des fournitures, poussés par les parents les plus matinaux. Là, vous voyez, aujourd'hui, ça va, il n'y a pas trop de monde. Mais c'est vrai, souvent, il y a du monde quand même. Oui. On ne choisit pas de faire nos courses 2 jours avant la rentrée, parce que là, on sait que ça va être bondé. Mais sinon, là, mi-août, c'est parfait, quoi. S'y prendre tôt pour éviter la foule, première stratégie pour faire ses courses de rentrée. Mais certains envisagent de changer de méthode quand les enfants auront grandi. Il y a certains lycées ou collèges qui commencent à faire des listes communes et acheter en gros pour avoir des prix plus intéressants aussi que des supermarchés. Donc à voir si à ce moment-là on pourra les acheter par ce mode-là. Achats groupés et reventes entre particuliers ont de plus en plus la cote. Objectif, faire baisser les prix mais surtout éviter de passer des heures dans les allées des grandes surfaces. Les professionnels de la papeterie l'ont bien compris et proposent désormais aux parents d'acheter sans se déplacer. Les sites de vente de fournitures scolaires fleurissent sur la toile. Et pour ceux qui seraient réticents au tout virtuel, des enseignes se sont mises au drive. On choisit stylos et cahiers sur Internet et la commande arrive directement en magasin. J'ai la liste de tous les articles. J'ai juste à imprimer la commande. Et après, aller chercher, article par article, tout ce que la personne a commandé. Et après, la personne vient chercher son sac. Il y a énormément de plus en plus d'articles demandés, des pinceaux de toutes les tailles, des copies doubles, grands, petits carreaux, de tous les formats. Donc c'est un gain de temps considérable. En ce moment, le magasin prépare en moyenne 3 à 4 commandes par jour. C'est peu, mais c'est déjà beaucoup plus qu'au lancement du Drive l'année dernière. Un gain de temps qui permet de profiter davantage des quelques jours de vacances qui restent. D'ici quelques semaines, les vendanges vont commencer dans le Val-de-Loire. Le soleil et la chaleur de cet été présagent d'un bon cru 2015. Mais les viticulteurs restent prudents. La météo à venir sera décisive. Illustration à Bourgueil en Indre-et-Loire. Aurélie Albert, Luc Perrault. C'est le calme avant la ruée vers les vendanges. Malgré ces quelques jours de vacances, Christophe n'est jamais très loin de son vignoble, avec un œil sur les pieds de vigne et l'autre sur la météo. Alors, comment se porte la vigne cette année ? Elle se porte très bien, merveilleusement bien d'ailleurs. Peu de pression maladie, donc les vignerons sont bien décontractés, ça peut se ressentir. Et puis il y en avait besoin. 2012 était un très beau millésime, 2013 un peu moins, surtout quantitativement, et 2014 très bien, 2015 ça promet d'être un très beau millésime. Un été ensoleillé, quelques pluies de temps à autre et une attention particulière, c'est la recette d'un cocktail réussi pour un vin qui pourrait être prometteur. Mais attention, il faut rester vigilant. On va continuer à enlever quelques feuilles. Puis après, on alternera avec des dégustations de raisins pour voir justement la maturité des pépins. Goûter les pépins, voir s'ils sont très tanniques, pour voir s'ils sont bien mûrs ou pas, quoi. Installé depuis 1987 à Benay, Christophe s'est lancé dans l'appellation Bourgueil et ces dernières années dans une production bio. Il a pu déguster quelques-uns des meilleurs millésimes de Loire. Je suis en train de me remémorer ce que était le millésime 2005, puisque c'était un très bon millésime de Loire. Ça permet d'avoir le millésime en tête, sa typicité, et puis d'imaginer ce que pourrait être un millésime 2015, qui sera, lui, je pense, avec une identité Loire plus forte qu'en 2005. Une excellente année pour les vins de Loire, mais prudence, une vendange n'est faite que lorsqu'elle est dans la cuve, parole de vigneron. L'été a été chaud, l'un des plus chauds depuis un siècle. Les organismes ont souffert, mais la nature aussi. L'Arboretum des Bars à Nogent-sur-Vernisson dans le Loiret est un observatoire qui permet aux scientifiques d'observer l'évolution des espèces. L'endroit idéal pour mesurer l'impact de la canicule et de cette sécheresse. Reportage de Xavier Nézet et Alain Eudes. L'Arboretum des Bars compte 9000 spécimens représentant 2500 espèces différentes. En majorité, ces arbres ont plutôt bien résisté à la chaleur et à la sécheresse, mais 200 à 300 d'entre eux présentent quand même des signes de faiblesse, comme ce faux de Verzy, une espèce de hêtre très rare.
Il a perdu ses feuilles dès le début de la canicule, dès les premiers coups de sécheresse. Il est assez coutumier du fait. C'est pas déjà en 2003, il avait complètement perdu ses feuilles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a eu le réflexe de toutes les perdre. On s'est aperçu, toujours pareil, suite à 2003, que tous les arbres feuillus qui avaient gardé quelques feuilles sur leur cime, sur leurs rameaux, avaient séché plus ou moins. L'année dernière, à la même période, il était encore couvert de feuilles qu'il n'avait perdues qu'au mois d'octobre. Ça ne signifie pas pour autant qu'il ne s'en remettra pas. Il faudra attendre quelques mois, voire quelques années, pour savoir si la sécheresse et la canicule l'ont durablement affaibli. Mais à l'heure actuelle, celle de 2015 semble moins violente que celle de 2003. En 2003, on avait vu tous nos tuyas, tous nos cyprès qui avaient séché, mais brûlés complètement. Là, sur la partie conifère, on a très peu de conifères séchés. Tout au moins, c'était pas aussi général. En 2003, tous les tuyas avaient perdu leur tête, 90% de nos tuyas. Là, on voit, ils sont tous verts. Peut-être qu'ils réagiront mal l'année prochaine. Et au niveau des feuillus, c'est beaucoup moins. En 2003, sur l'arboretum, il y avait à peu près 1500 plantes qui avaient été touchées par la canicule. Au-delà du cas de l'arboretum, les scientifiques de l'IRSTEA, qui observent au quotidien l'évolution de la forêt, n'ont pas constaté de dégâts importants cette année. Le principal impact qu'on peut observer est principalement sur les aspects de croissance. On fait des relevés de croissance intra-annuels plusieurs fois dans l'année. Et on peut observer que certains individus, pas tous, et en fonction des orages localisés, peuvent afficher des retraits de croissance, c'est-à-dire que l'arbre arrête de pousser. En règle générale, un arbre pousse l'été, pendant la saison de végétation. Et là, actuellement, la croissance des arbres est plus faible que ce qu'on pourrait attendre par rapport aux années habituelles. Comme chez les humains, seuls les spécimens les plus fragiles succombent à la canicule. Un gros coup de chaud peut les empêcher de résister aux attaques de champignons, qui deviennent alors mortelles. Le drapeau rouge flotte au-dessus de l'île Charlemagne, le plan d'eau de l'agglomération orléanaise. Les analyses effectuées par l'Agence régionale de santé ont démontré une teneur trop importante en cyanobactéries. La baignade est donc interdite jusqu'à nouvel ordre. Les activités nautiques sont quant à elles maintenues, mais il est recommandé d'éviter d'ingérer de l'eau et de prendre une douche soignée. De nouvelles analyses sont attendues lundi. Notre page spéciale été, cette semaine, dans le journal de 19h, Aline Mété nous fait vivre le Festival d'Arc à Châteauroux. On la retrouve tout de suite sur place. Oui, vous le voyez, les répétitions ont repris ce matin dès 9h au Festival d'Arc. Mais à d'Arc, il n'y a pas que de la danse, il y a aussi du chant, c'est un aspect méconnu. Nous sommes glissés dans une répétition des élèves hier soir. Ils interprètent le thème du désordre à leur manière et au début, ça donne un peu de cacophonie. On écoute. Ce soir, nous verrons le Festival d'Arc côté stagiaire, comment ils vivent ce stage, comment ils enchaînent les répétitions à 48 heures du spectacle final. Ce sera ce soir dans le 19-20. Et autre rendez-vous dans l'Indre, le festival d'été de Gargilès vient de débuter. Dédié à la harpe, il a été fondé en 1968 par Pierre Jamet, passionné de cet instrument. Une passion qu'il a transmise à l'une de ses filles, Marie-Claire. Flavien Texier et Isabelle Racine l'ont rencontré. La maison familiale de Gargilès. Les deux filles de Pierre Jamet, côte à côte. L'aînée, Marie-Claire, est de passage cette année. Ses apparitions pendant le festival se font plutôt rares. Je préfère venir quand le village est calme, que je peux me promener tranquillement et profiter de la maison et travailler ma harpe dans l'atelier pour me rappeler tous mes souvenirs d'enfance. La voici, Marie-Claire Jamet, filmée à Gargilès au début des années 70, en compagnie de son mari. C'est pas la première fois que vous jouez à Gargilès? Non, parce que quand je venais passer mes vacances ici, il y a de longues années, nous jouions avec mon père aux fêtes du 15 août. Et puis ensuite, mon père a organisé ce festival. Je suis venue jouer au départ du festival, il y a 3 ans, je crois.
4 ans, je me rappelle plus. À cette époque, son père vient de fonder l'Académie de harpe et le festival d'été. Pierre Jamet était très fier de sa fille. La grande réussite de votre école, c'est votre fille. Bien sûr, c'est le plus beau fleuron de mon école. Elle est harpiste à l'ERTF, elle donne des concerts dans le monde entier avec son mari maintenant, qui est un grand flûtiste. Il donne des récitals de flûte et harpe et c'est une grande fierté pour moi, bien sûr. C'est grâce à lui, d'ailleurs, parce qu'il m'a inculqué l'amour de l'harpe, l'amour de la musique. Et disons que j'ai suivi un petit peu ses traces en faisant aussi un quintet. Et après, j'ai fait beaucoup de musique contemporaine avec Pierre Boulez. Il était très fier que je continue dans son ombre, mais encore plus contemporain. Voilà. Donc il était très fier de ça, je pense. 43 ans après, Marie-Claire Jamet n'a rien oublié. La fille du célèbre harpiste joue encore 2 à 3 heures par jour. Dimanche, elle donnera un grand concert à Gargilès avec la même énergie qu'autrefois. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, l'édition des initiatives. Je vous souhaite une très belle journée à tous. À ce soir. Si quelques pluies ont encore touché le nord de la Loire ce matin, elles s'estompent tranquillement et le temps redevient sec pour cet après-midi. Certes, le ciel est encore très nuageux dans un premier temps, mais le soleil se montre de plus en plus généreux au fil des heures. Le sud de la région, déjà bien ensoleillé ce matin, conserve un ciel bleu tout au long de la journée, ainsi que des températures estivales. 27 degrés de Blois à Châteauroux, en passant par Tours et Bourges. Il fera 25 à Chartres, 26 degrés à Orléans. Le soleil cartonne dès le matin sur toute la région demain. Pas l'ombre d'un nuage, à part peut-être sur la Beauce. Une belle journée chaude et tranquille avant les orages qui se profilent pour samedi soir, qu'on se le dise. Les minimales restent du même acabit que ce matin, à savoir 14 ou 15 degrés au lever du jour, ni plus ni moins. Un thermomètre qui va vite grimper pour atteindre les 30 degrés l'après-midi. Voici votre éphéméride, nous sommes le jeudi 20 août. Aujourd'hui, nous fêtons Bernard. Dernier rayon de soleil sur Orléans à 20h58. Belle journée à tous. Dans cette édition, plein de bonnes idées. Et tout d'abord, cet opéra pour enfants à Paris pour leur faire découvrir l'art lyrique sans prise de tête. À Angoulême, nous suivrons un stage de création de jeux vidéo pour les plus de 11 ans. Et pour commencer, voici une invention d'une mère de famille champenoise qui peut donner un sérieux coup de main aux élèves qui retrouveront collège et lycée dans 2 semaines. Un agenda qui permet d'un coup d'œil de repérer le travail à faire matière par matière. On va compléter les devoirs qu'on peut faire sur la semaine. Donc tu vois là, en mathématiques, tu n'as pas besoin de réécrire mathématiques. Tu vas directement dans les classes mathématiques. Iseut n'a que 9 ans, mais déjà elle s'est approprié ce nouvel outil. Un agenda scolaire intelligent, à la fois ludique de par son graphisme, mais surtout qui casse les codes classiques de l'agenda au jour le jour. Donc si on a des sciences, où est-ce qu'on va le mettre? Sciences et autres matières. Voilà. Ici, il y a bien sûr les jours, mais en face les matières. L'élève n'a alors plus qu'à compléter les cases. Logique pour sa créatrice, elle-même enseignante. Je suis partie d'un agenda semainier professionnel qu'on a tous de la semaine avec les jours et je l'ai croisé avec les matières. Un tableau à double entrée très simple. Le système de cases permet de ne pas avoir à réécrire les matières et de compléter très aisément les devoirs donnés à l'avance. Imaginé sur un morceau de papier sur le coin d'une table, le projet est présenté aux plus gros éditeurs d'agenda et semainiers français. Anne s'associe à un dessinateur et un infographiste de l'Aube. La maquette séduit immédiatement. Astucieux, l'agenda se veut aussi pédagogique. Sur des choses qui sont très anodines, comme le code de la route, le passage piéton, etc., il y a des choses beaucoup plus importantes, le racket, le harcèlement, des choses où en tant que parents on se sent parfois démunis. Un grand magasin de fournitures scolaires va distribuer l'agenda dès la rentrée.
On peut aussi le trouver sur Internet. À terme, il sera vendu en grande surface si les ventes suivent. Il a déjà été testé auprès de 250 petits élèves français. Anne, de son côté, croit dur comme fer à son projet. L'agenda est proposé pour moins de 10 €. Jouer aux jeux vidéo, c'est bien, mais apprendre à en concevoir de nouveaux, voilà qui est beaucoup plus étonnant. À Angoulême, quand on a plus de 11 ans, on peut participer à un stage de vacances tout à fait passionnant. Sur les écrans des stagiaires, des carrés de couleurs, un bon début pour créer un monde imaginaire qui sera la base du jeu. Maintenant, on va programmer un petit peu. Pour ça, on va prendre un objet, on va créer un autre objet, un autre sprite. Quelques minutes plus tard, c'est un personnage qui remplacera l'un de ces objets géométriques. Il y a du vocabulaire qui est propre au jeu vidéo. Ensuite, on apprend la logique du jeu vidéo, comment ça se construit. On n'apprend pas encore de langage de programmation. C'est donc un algorithme qui fera l'interface entre la programmation et la volonté du créateur. L'idée, c'est de oublier le côté technique. Que avec les outils actuels, tout soit tellement intuitif qu'on peut se concentrer sur ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de créer. Avec certes quelques heures de travail, le résultat de précédents ateliers est tout simplement bluffant. Pour ces stagiaires passés de l'autre côté, c'est devenir le créateur de ce monde ludique. Quand je suis venu ici, je pensais pas du tout commencer par ça. Et au final, c'est génial, quoi. Ces jeunes gamers pourront au terme de ce stage repartir avec leur propre création. Des ateliers d'été qui durant l'année peuvent se poursuivre en cours hebdomadaire pour arriver à un niveau de création digne d'un jeu sur smartphone ou tablette. Une autre bonne idée d'occupation pour les enfants, mais cette fois à Paris. La Comédie Saint-Michel se propose de faire aimer l'opéra aux plus petits. Lola a perdu sa voix et elle la cherche. C'est une voix de soprano et c'est l'histoire de cette opéra découverte. Ce théâtre de poche est dédié aux enfants tous les après-midi. À 2 pas du jardin du Luxembourg, la Comédie Saint-Michel. À l'heure de la sieste, ces jeunes enfants font la queue pour l'opéra. D'ailleurs, en coulisses, à 10 minutes du spectacle, Lola chauffe sa voix de soprano. Ce que je voulais, c'est qu'ils soient familiarisés à la voix d'opéra. Parce que quelquefois, il y en a qui bouchent les oreilles. Là, en fait, ils sont émerveillés. Ils adorent la voix de la soprano. Et voilà, l'objectif de ce spectacle, c'est de sensibiliser les enfants à l'opéra. Oh, je ris de me voir si belle. L'opéra revisité pour les petits. Il y a les voix, bien sûr. Et l'inévitable, il était une fois. Lola doit chanter pour le prince, mais une sorcière va lui ravir sa voix. Tu auras ma voix de crapaud et moi j'aurai ta belle voix. La voix de Lola. Ce théâtre de 70 places est toujours plein. La scène est petite, pas de changement de décor. Bien encadré par les parents, les enfants sont plutôt sages et certains connaissent la musique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. J'avais imaginé que, je me suis dit, mais ils vont enlever les meubles et tout, ou ils vont les garder comme ça. Donc je ne savais pas comment ils allaient faire. Pour le changement de décor? Oui. Ah, tu aurais voulu que ça change? Oui. L'interaction du jeune public est éducative, les enfants vocalisent et s'impliquent dans la dramaturgie du